Paul Vermorel, il insistait sur une idée d'une quelque chose qui ne relève pas d'une influence. Il disait qu'il y avait un problème entre la Terre et la Terre n'était pas la moitié de l'univers, je sais pas quoi. Oui, c'est-à-dire que l'astrologie, d'après Vermorel, et je suis d'accord avec sa thèse, n'est pas, c'est ce qu'il affirme, n'est pas une affaire d'influence. D'abord, l'influence est toujours réciproque, même si un corps gros a beaucoup plus d'influence sur le corps petit que l'inverse. L'inverse est quand même vrai. L'influence est toujours réciproque. Oui. Et la force d'attraction est unique entre les deux corps. Alors, évidemment, l'influence, parler d'influence, ça supposerait qu'il y aurait la Terre, une Terre plus ou moins infinie, en tout cas très grande, plate. C'est la thèse d'avant Magellan, ou la thèse admise par l'Église, la Terre au centre de l'univers. Et puis des influences finalement marginales qui viendraient se surajouter un petit peu. Et c'est vrai que depuis Copernic, on voit les choses un peu autrement. Et je crois que la révolution copernicienne ne va pas du tout contre la thèse astrologique, au contraire, puisque la Terre est un astre parmi les astres, nous sommes sur un astre. Je ne vois pas du tout les choses en termes d'influence. Nous sommes là, au moment où nous parlons, même complètement dans les astres et dans l'astrologie, d'une certaine manière. C'est un peu vertigineux de penser qu'on est sur un astre qui voyage à 110 000 km à l'heure. Enfin, pour vous, Jean-François Lenoir, j'ai l'impression que pour vous, l'astrologie, ça fait partie de l'univers. Que le phénomène astrologique fait partie de l'univers. Ah oui, totalement. Que oui. Ça ne se justifierait que dans la mesure où nous sommes dans l'univers et en phase avec l'univers. Voilà, même si c'est l'homme qui l'a conçu quand même, comme on disait. Oui, alors justement, je voulais qu'on revienne un peu sur l'astrologie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a conçu? C'est quoi pour vous le mot conçu? Enfin, quand je dis conçu, qu'il a créé, qu'il a inventé, qu'il a découvert. Il l'aurait inventé, en vous écoutant, il l'aurait inventé, mais en même temps... il l'aurait inventé, mais il ne l'aurait pas créé. Je n'ai pas très bien compris. Inventé au sens où on invente une planète, par exemple. Ah oui, d'accord, mais l'invention, là, c'est dans un sens découvert. Le mot inventé, dans ce sens-là, est synonyme de découvrir. Oui, oui. L'invention d'une planète, c'est la découverte d'une planète. Oui, ça veut dire trouver, je crois, en latin. Oui, donc ça ne change rien. Oui. Mais quand vous dites qu'il l'a conçu, est-ce que ça veut dire que sans l'homme, l'astrologie n'existerait pas? Oui, c'est ce que je disais l'autre fois, je crois. Je pense que s'il n'y avait pas d'humanité, je ne vois pas comment l'astrologie serait... Enfin... Est-ce que c'est l'homme, parce que pour parler en termes bibliques, il y a le problème de l'alliance. Est-ce que l'homme, moi personnellement j'ai une théorie comme ça, c'est-à-dire que c'est l'homme, les hommes ont fait alliance avec le ciel. Ah oui, et une alliance c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Oui, une alliance c'est un pont entre deux choses qui sont de nature différente mais qui malgré tout vont être reliées. C'est la différence entre le lien et l'alliance. L'alliance c'est quelque chose qui a été voulu. Oui, qui a été créé. Un mariage, quoi. Voilà. Ouais. Donc j'aime bien ce terme qu'on emploie chez les juifs et chez le problème de l'alliance. D'ailleurs, en diplomatie, on utilisait toujours des mariages pour sceller des alliances. Oui, c'est ça. Mais l'alliance entre des peuples ennemis, par exemple, voilà. Moi j'aime bien cette notion d'alliance, mais je ne crois pas que ce soit cette notion que vous introduisiez. Non, moi, en fait, moi je vois les choses en termes d'inclusion. Pour moi, on est complètement inclus dans l'univers, on en fait partie complètement. Je ne peux pas voir les choses autrement. Hein. Mais là, on retombe à ce moment-là dans des complications, comme vous dites. Vous essayez de trouver un moyen terme qui était un peu difficile à trouver, parce que vous dites qu'effectivement, comment est-ce que Pluton pourrait avoir une influence pour moi, les choses sont plus simples que cela. C'est une alliance, l'astrologie, c'est une interface entre l'homme et le cosmos. Oui. Mais une interface, c'est-à-dire qu'il y a certains éléments, il y a quelques éléments en commun. C'est-à-dire que l'homme n'aurait pris que certains éléments,
et il n'aurait associé à ces éléments qu'une partie de lui-même. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça c'est une idée qui est assez rare, parce que la plupart des astrologues disent tout est dans tout. C'est-à-dire ils disent tout ce qui est dans le cosmos rend compte de tout ce qui se passe dans l'humanité. Oui. Moi je dis, il n'y a que certains éléments du cosmos qui sont en rapport avec certains éléments de l'humanité. Donc il y a un point de rencontre comme ça, qui est une intersection qui ne comporte qu'une partie des éléments de l'un et qu'une partie des éléments de l'autre. Donc je dis toujours, où se trouve l'astrologie dans l'ensemble de l'activité humaine, où est l'astrologie? C'est vrai dans l'ensemble du cosmos, où sont les facteurs qui font sens pour l'astrologie? Pourquoi un chien est un chien, un homme un homme? Effectivement, si on a pris des influences du cosmos, on les a prises différemment, le chien et nous. C'est vrai, c'est sûr. Oui, mais... La construction est légèrement différente. Et puis aussi, moi je suis contre l'idée que l'homme a découvert les significations des planètes. À mon avis, il les a déterminées, ce qui n'est pas pareil. Je crois, oui. C'est-à-dire qu'il les a fixées. Oui, comme disait, vous savez, le monsieur Jourdain de l'astronomie, cité par Jung, qui disait, qui pensait que les étoiles avaient déjà un nom au départ, et que l'astronomie était intéressante en ce qu'elle permettait même de découvrir leur nom, le nom des étoiles. Donc, c'est sûr, ce sont des projections, tout ça. Ce sont des projections, oui. Ou l'identification, enfin, comme vous voulez. Je ne sais pas, j'essaie de vous pousser dans vos retranchements pour savoir exactement ce que vous pensez, parce que c'est pas évident. Je ne suis pas sûr que... Je crois que vous avez du mal à mettre l'astrologie sur le compte de l'homme, je crois. J'ai l'impression que... On en avait parlé l'autre jour. Ça ne me dérange pas qu'elle soit mise sur le compte de l'homme, puisque pour moi, l'homme vraiment est un produit de l'univers. Certes, un produit particulier, il ne représente pas tout l'univers, et il est une certaine cristallisation très particulière, très singulière de l'univers. Mais oui, d'ailleurs, en astrologie, on dit que le fait d'aimer l'astrologie, c'est souvent lié à Uranus, par exemple, hein, entre autres. Et l'Uranus, c'est par ailleurs, on dit que c'est lié à l'homme et à tout ce qui est artificiel, tout ce qui est fait par l'homme, etc. Donc ça voudrait dire qu'effectivement l'astrologie est d'essence uranienne. D'ailleurs, on parle de l'art d'Uranie. On peut parler plutôt de l'astronomie d'ailleurs. Oui, astronomie, astrologie, peut-être mathématiques. Enfin, pour vous, oui, parce que pour vous, astrologie, astronomie, c'est la même chose. Oui, ça l'a été jusqu'au 16e. Oui, 16e non, mais je veux en dire, tout cas. je ne suis pas sûr d'ailleurs, je pense qu'on a toujours bien distingué les deux. Puis l'astrologie. Non, que les astronomes faisaient de l'astrologie, c'était entendu, mais ils ne confondaient pas les deux disciplines. Oui. Comment aurait-il pu les confondre? Déjà, Ptolémée les distingue clairement. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas croire que... C'est vrai. Et vous avez des choses à nous dire sur ce sujet Je ne comprends pas grand-chose, à vous dire la vérité. Caroline. Je suis un peu ce qui me dit, ce qui m'explique, mais je ne suis pas... Vous avez peut-être des choses, il y a des choses sur lesquelles apparemment elle a des choses à nous dire sur certains sujets. Sur la Bible, elle est pratiquement incollable. Quoi. Oui. Sur l'Ancien Testament, la Torah, pratiquement incollable. Par exemple. Oui, parce que j'ai lu la Torah, j'ai lu la Mishnah, j'ai lu le Talmud et la Gemara. Vous connaissez un peu l'hébreu ou vous lisez surtout en traduction? Je l'ai lu en hébreu quand je l'ai appris, mais j'ai oublié l'hébreu. Ah oui, d'accord. Il m'arrive quelquefois, quand je vois une inscription en hébreu, d'essayer de déchiffrer, mais bon, des fois il me manque les voyelles. Oui, les voyelles, c'est ça, l'hébreu c'est une langue où il faut deviner, c'est comme l'arabe. C'est une belle langue. Oui, l'écriture est énigmatique. Oui. C'était un très bon exercice intellectuel. Moi j'ai appris l'hébreu quand j'ai appris à parler hébreu quand j'avais une vingtaine d'années. Ah oui. Et j'ai trouvé que c'était très très excitant pour l'intelligence. Vous avez un corps de consonnes, il faut deviner de quoi ça fait faire. C'est très fatigant pour l'intelligence, la langue hébraïque à lire. J'ai une très belle langue, hein. Au son c'est fort. Oui, je sais pas si c'est une langue robuste. Oui, ça c'est peut-être ton idée à toi. Moi je ne trouve pas que ce soit une belle langue et puis elle est assez compliquée. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est dommage que papa parlait l'hébreu, mon père parlait l'hébreu. Et il le parlait bien même. Le peu d'hébreu que j'ai entendu prononcer dans les prières des morts, etc., c'est très impressionnant. Quand tu es venu à la synagogue avec moi. Pour un chrétien ou quelqu'un qui est d'origine chrétienne comme moi, c'est vraiment... Quand tu es venu à la synagogue avec moi, c'est ça? Mais je ne sais pas, moi personnellement je parle hébreu, mais je ne suis pas en admiration devant cette langue, effectivement.
je suis assez sceptique sur les langues, parce que les langues, quand on parle d'une langue étrangère, c'est comme on emprunte quelque chose qui ne nous appartient pas, en fin de compte. Oui. Par exemple, vous avez parlé une langue. Je vais vous donner un exemple. Imaginons par exemple que on traduise, vous disiez quelque chose, on le traduit en chinois. Oula. Alors les Chinois, on traduit votre langue française en chinois. Alors un Chinois va dire, oh, il parle bien, Monsieur Lenoir, il a des belles formules. En réalité, ce sont des images que vous aurez acquises en français. Oui. Donc finalement, si le français est une langue poétique, toute personne qui parle le français devient poète par la force des choses. Oui. Mais alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Donc il va emprunter, il va se doter des qualités de la langue, Oui. alors qu'il n'est peut-être pas du tout comme cette langue. Oui. Ça, on me l'a dit en Israël à l'armée. Tous les Français, vous êtes des poètes. Ah bon? Ah ouais. On dit ça? En Israël, on dit ça à l'armée. Oui, mais c'est pas impossible, parce que c'est vrai que la langue française a des possibilités. D'ailleurs, moi, je travaille beaucoup sur la langue française. Elle est beaucoup plus intéressante que la langue anglaise. D'ailleurs, la langue anglaise a beaucoup emprunté au français. C'est une belle langue. Je pense aux fruits, excusez-moi. Ah oui, les fruits, les figues. J'avais bien été chercher, le problème c'est que j'ai mon cœur qui me gêne et... Mon cœur? Oui, mon cœur me gêne encore une fois. Bah, Ouais. les bonnes... Quelle histoire. Vous pouvez pas vous acheter, si vous préférez vous acheter. Si, mais c'est bon, vous savez, c'est la myopathie, elle me joue des tours. Oui, j'espère que ça va passer. Non, mais elle me joue des tours et quelquefois... Non, en fait, c'est que vivre avec Jean-François, c'est vivre en quelque sorte avec l'astrologie. Comment? Vivre avec Jean-François, Oui. c'est vivre en quelque sorte avec l'astrologie. C'est vrai? Parce que je veux dire, tout, la vie quotidienne tourne autour. Oui, L'astrologie est autour. c'est vrai? Ah oui. Mais comment ça se présente? Parce que moi, j'ai entendu, effectivement, ça me surprend pas, parce que l'autre jour, il avait donné un peu cette impression, mais ce serait intéressant d'avoir un témoin, mais à chaque instant, il fait référence à l'astrologie. Mais c'est-à-dire qu'il se passe un événement X, n'importe quel événement, il faut qu'il vous donne l'interprétation. C'est Uranus qui se trouve dans telle planète, c'est, je sais pas, moi, oui, ou alors, je sais pas, moi, Pluton dans telle maison, et puis bon, alors moi, évidemment, je regarde, je fais, bon, alors explique-moi, parce que là, moi, je suis un peu perdue. Et il vous explique jamais? Si, il m'explique, mais bon. Et là, elle comprend. Peut-être que tu sors ta verre, mon cœur. Une figue ou quelques figues là? Voilà. Merci. Allez-y, prenez. Il Il n'a pas mangé en fait, Jacques. Si, j'ai mangé, mais j'aime bien les fruits. Voilà, merci. Ça va aller. La poire là, elle est bien mûre, attention. Non, mais je préfère les... Oui, c'est plus facile pour les dents. C'est plus sucré. Ah oui? Non, merci. Vous êtes en train de parler de vous. Qu'est-ce que je vous sers à boire? J'ai pas grand chose, j'ai du lait, j'ai du jus d'orange, du sirop de kiwi banane, sinon des apéritifs ou des choses comme ça. Ouais, bon. Comment? Sinon j'ai des apéritifs ou des choses comme ça. Non, moi je bois rien, moi. J'ai du thé si vous voulez, du café. Ouais, du thé. De l'eau, non, du chocolat. Un petit chocolat peut-être. Oui. Ah tiens, Vous savez le faire. Non, il m'explique, mais bon, c'est un peu... Je veux dire, le moindre petit événement qui passe, par exemple, ma fille revient du lycée, tiens papa, j'ai rencontré un tel ou une telle qui est tel signe, est-ce que tu crois que ça irait avec moi? Est-ce qu'on peut être amis? Est-ce qu'on peut avoir des relations amicales? Est-ce qu'on... Donc c'est votre fille qui demande ça? Ma fille, oui. Donc elle est donc elle-même imprégnée d'astrologie? Elle n'y croit pas. Ah bon? Et pourquoi elle demande ça? Pour s'amuser? Je sais pas. Elle n'y croit pas. Vous savez, je vais vous dire, moi, quand j'ai rencontré Jean-François, l'astrologie, je ne croyais pas du tout. Seulement, il y a quelque chose qui m'a impressionnée. Quand je l'ai rencontré, la première chose que je lui ai demandé, parce que mon signe, je le connaissais, hein, je suis Sagittaire, bon, du 14 décembre, bon. J'ai voulu savoir quel était mon ascendant. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est « enlève tes lunettes ». Moi, je venais de la rencontrer, je venais toujours lui dire bonsoir. Il m'a dit « enlève tes lunettes » et moi, pour moi, mes lunettes, en fait, c'est en quelque sorte, c'est une armure. Je me cache derrière. Et pour la première fois, j'ai obéi. J'ai enlevé mes lunettes, il me dit date, heure et lieu. Je lui dis 14 décembre 1966, 3h25 du matin, à Rabat, Maroc. Il me dit un peu plus doucement parce que donc je lui redis. Il me dit ascendant balance.
regardé, je lui dis, vous êtes sûr? Oui, oui, j'en suis sûre. J'ai dit, balance. Il me dit oui. Je dis, c'est curieux, on m'avait dit Lion. Il me dit, ah non, pas du tout. Bon, c'est... mais bon, le problème est que je suis un Sagittaire contrarié. J'ai donc le Soleil en Sagittaire. J'ai Mercure, qui est en exil, mais qui se trouve là. Et j'ai la Lune et Vénus, qui sont en Capricorne. Mon fils est Capricorne. À combien les Capricornes? Ou alors là, je sais pas, François va vous répondre parce que moi je suis bien incapable. Je vous prends le. Bah oui, excusez-moi. Je vais passer là. Je vous en prie. Je vous laisse 2 minutes. Je vous en prie, voilà. Oui, donc ma question, Jean-François, c'est tout le dossier Jung et l'astrologie. Jung sur l'astrologie. Qu'est-ce que Jung, la pensée de Jung apporte à l'astrologie, enfin selon vous, enfin, parce que vous avez beaucoup de livres sur Jung et beaucoup de livres d'astrologie, alors comment vous connectez les deux plans, les deux corpus? Les astrologues jungiens, ou dit-elle, qui sont généralement américains ou suisses, je pense à Lise Green, Stephen Arroyo, j'ai oublié les noms, mais enfin, ils ont tendance à passer peut-être un peu hâtivement d'un système à l'autre, je veux dire du système Jung au système astrologie. Par exemple, en associant les signes de feu aux intuitifs, par exemple, les signes de terre aux sensitifs, les signes d'eau aux sentimentaux, et les signes, qu'est-ce que j'ai oublié, d'air aux penseurs, aux pensitifs, comme j'appelle. D'accord. Et alors déjà, ça pose un petit problème, puisque en astrologie, géométriquement, l'air et le feu sont opposés. Enfin, ils peuvent aussi être en sextile, mais ils sont plutôt opposés. La Terre et l'eau aussi sont opposés. Or, si vous opposez l'équivalent de la Terre, les sensitifs, d'après eux, vous les opposez aux sentimentaux, et les penseurs aux intuitifs. Or, d'après Jung, c'est plutôt les penseurs, c'est plutôt les sentimentaux qui s'opposent aux penseurs, et les sensitifs aux intuitifs. Et donc, c'est pas évident de passer d'un système à l'autre. Donc moi j'ai tendance à dire, plutôt qu'utiliser plusieurs systèmes, comme le ferait Madame Pénard, enfin Sylvia, j'ai tendance à n'en utiliser qu'un, celui que je maîtrise le mieux. Je maîtrise mieux l'astrologie que Jung, je ne suis pas psychologue, donc j'essaye de faire même de la psychologie, hein, avec mes moyens, mais au moyen de l'astrologie. Par exemple, c'est très simple, hein, ce que ferait un Indien. Venez, mettez-vous à votre bureau. Ce que ferait un Indien d'Amérique, par exemple, il vous tracerait un cercle. Et il vous dirait, par exemple, Jung, il est ici. Voilà, la périphérie du cercle, et il se dirige vers l'intérieur, vers le soi, vers la vérité, il va se diriger vers l'intérieur. Et puis, l'astrologie, c'est un système, par exemple, sans être opposé à Jung, mais qui est carrément différent. C'est une approche, par exemple, par ici. Et en fait, plus on se rapproche de la vérité, entre guillemets, plus on se rapproche tout court. Les deux systèmes se rapprochent. C'est un peu comme dans les religions. Moi, je crois profondément que les gens qui sont à l'intérieur, on en revient encore à la religion, les gens qui sont d'une religion et ceux d'une autre, s'ils sont vraiment mystiques, s'ils sont vraiment, ils comprennent leur religion de l'intérieur, ils se rejoignent. C'est pour ça que il m'est arrivé de rencontrer des musulmans un petit peu versés dans leur religion et sincères dans leur religion, et de dire, mais moi je suis soufi. J'hésite pas à dire, mais oui, je suis soufi. Mais qu'est-ce que tu connais du soufisme? Oh, pas grand-chose, mais le peu que j'ai appris d'eux, apparemment, ce sont des gens très intéressants, très, très bien, qui vivent leur religion de l'intérieur. C'est comme ça que je le vois. Et on peut être même opposé, on peut avoir des systèmes de pensée opposés.
Mais en fait, l'opposition n'est qu'apparente. On va toujours se rejoindre au centre. Un centre qu'on n'atteint jamais, mais peu importe. Les grands esprits se rencontrent. Voilà, Alors donc vous me disiez que Jung avait touché l'astrologie un petit peu. C'est anecdotique peut-être. Enfin, vous le savez mieux que moi, mais Jung a écrit notamment une étude qui s'appelle, je crois, Synchronicité et Paracélesica, dans laquelle je crois, il cite une de ses propres études statistiques sur à peu près 400 couples mariés. Et il compare les positions réciproques, enfin chez l'un et l'autre des conjoints, de la Lune, du Soleil, je ne sais plus, de l'ascendant, peut-être d'autres planètes, en tout cas ces 3 points vitaux là, Soleil, Lune, ascendant, et il voit s'il y a des aspects significatifs avec une certaine orbe, en admettant une certaine orbe, voilà, du genre conjonction bien sûr, opposition, éventuellement autre chose, voilà. Et il n'en conclut pas, je crois qu'il est très prudent vis-à-vis des autres scientifiques qui n'ont pas manqué de le critiquer, en disant que c'était un mystique, c'était un irrationaliste, etc. Je crois qu'il n'en tire pas de conclusion de cette étude. Or, son étude, quand on la lit, on se rend compte, on est un peu astrologue, on se dit, mais c'est significatif, il y a quand même... on voit que c'est une statistique qui parle quand même en faveur de l'astrologie, hein, nettement. Mais lui, il ne prend pas trop position à la fin. Il dit, bon, je ne suis pas assez astrologue pour savoir, d'autre part, scientifiquement, on ne peut rien affirmer, etc. Enfin, je pense que c'est une prudence politique. C'était bon, quelqu'un de connu quand même relativement dans le monde, même il y a aussi le fameux passage où il dit que l'astrologie frappe à la porte des universités, ou un truc comme ça. Ah oui, qu'elle avait quitté depuis 3 siècles, oui. Oui, elle était chassée de l'université de Paris en 1666, c'est ça, par Colbert, en tout cas, de l'université de Paris, en tout cas. Ouais. Bon, pour revenir à Jung, alors... l'histoire de... Est-ce que l'astrologie a un rapport avec l'inconscient collectif, par exemple? Pour moi, le zodiaque, c'est déjà une image de l'inconscient collectif, oui. Puis il y a aussi les fameux archétypes. Voilà, vous avez déjà 12 archétypes, effectivement. Non, mais je veux dire, intéressant. Ça vous parle Oui. Vous pensez que ça peut permettre... En termes d'archétypes, oui. Ah oui, oui, pour moi, les signes du zodiaque sont vraiment des archétypes. Mais à quel... Regardez, par exemple, votre femme m'a montré là, cette série là, que vous avez au tableau là derrière. Oui. Vous savez ce que c'est? La série... Ah oui. Ici, là? Oui. Les 12 signes zodiacaux, les mois de l'année. Oui. Vous l'avez étudié de près, ce document? Il est très très intéressant. Bon, ce sont des cartes que j'ai récupérées. Et qu'est-ce que ça vous dit, ces cartes? Qu'est-ce que vous en tirez? Comment? En rapport avec les saisons Oui, mais quel rapport y a-t-il entre les 12 signes qui sont à droite et les 12 personnages qui sont à gauche? Parce que chaque carte est divisée en deux morceaux. Je n'ai pas étudié, non. Ah bon, vous avez ça et vous ne l'étudiez pas? C'est vrai, il faut que je m'y mette. Ben écoutez, oui, parce que pour moi, voyez-vous, c'est l'origine du zodiaque en fait. Oui, c'est-à-dire que le zodiaque initialement viendrait, c'est-à-dire que le document de droite vient du document de gauche. Enfin, ça a été corrompu. Mais il y a des cas où c'est, par exemple, dans le cas du Verseau, c'est assez remarquable, par exemple. Verseau, ici. Oui. Et si vous regardez, qu'est-ce que vous voyez à côté? Un personnage plus ou moins dédoublé. Mais sur la table, vous voyez quoi sur la table? On voit c'est comme le battleur, c'est un peu une table avec le tarot. Ah, je ne suis pas spécialiste. Non, mais regardez ce qu'il y a. Vous voyez, il y a un récipient à gauche, à l'extrême gauche de la table, il y a un récipient. Oui, on dirait, oui. Mais ce récipient, on le retrouve dans la symbolique du Verseau. Oui, la jarre, enfin l'amphore. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en concluez? Parce que c'est le problème de l'origine. C'est pour ça que je dis que, pour moi, le zodiaque ne sont pas des archétypes, parce que justement, les signes zodiacaux sont eux-mêmes issus d'autre chose. Oui. Donc, ils ne sont pas c'est pas un élément premier, si vous voulez. C'est vrai, ils se sont transformés, oui. Il n'empêche que, à mon avis, ils émanent quand même de l'inconscient collectif. Parce même que s'ils ont une genèse, une histoire, enfin.
Comme le signe de la balance qui était inconnu, je crois, dans l'Antiquité. Mais c'est une façon de les sanctuariser ou de les sacraliser, de les dire, de les mettre dans l'inconscient collectif. C'est une façon l'archétype, c'est une façon de les considérer comme malgré tout premier, comme le mot archétype. Oui. Ben oui, premier, c'est... Non, je crois qu'il y a un rapport entre, comment dire, il y a d'une part les hommes, comme vous dites, les personnages, et d'autre part les animaux, pour résumer. Les animaux, on le voit bien à travers l'ancienne Égypte, les animaux représentent presque toujours les dieux. C'est-à-dire que les dieux, pour ces peuples-là, représentent plutôt des forces premières, moi je dirais primitives. Et l'homme est un petit peu une image de la conscience. On va des dieux, on va de l'état divin vers l'état humain. Et c'est un progrès. Voilà comment je conçois les choses en tout cas. C'est-à-dire que d'un côté les animaux ou les dieux, c'est un peu la même chose. Les archétypes, les as, je dirais les vikings, les forces élémentaires. Les juifs peut-être diraient Yahvé, une force un peu colérique, brute, parfois vengeresse. Et puis l'homme, par exemple Moïse ou Abraham, qui représente une certaine conscience. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aurait pas de conscience, puisque, encore une fois, les dieux s'expriment aussi à travers nous. J'ai revu d'ailleurs cette idée récemment, que les dieux, pour les anciens, les dieux ont besoin des hommes et des sacrificateurs pour exister, pour se nourrir. Finalement, les dieux sont nourris par les prêtres. C'est intéressant. Ce qui prouve bien que quand même les dieux, d'une certaine façon, sont créés par les hommes. Oui. En tout cas, l'image des dieux, elle est créée par les hommes. Et que, inversement, bien entendu, ces dieux viennent de l'intérieur de l'homme, de son âme, de son inconscient, comme vous voulez. Alors, comment ça se passe, une consultation chez vous? La personne s'installe là? Quel est le protocole? Oui, en général, elle va s'installer à peu près à la place de Caroline. Oui. Et moi, en général, devant le bureau, au cas où j'aurais besoin de l'ordinateur pour vérifier quelque chose. Voilà, essayer de restituer Donc je la fais s'asseoir, je lui souhaite la bienvenue d'une façon ou d'une autre. Bien sûr. Et puis, je commence par, très prosaïquement, par vérifier avec elle, auprès d'elle, si sa date de naissance, ses coordonnées de naissance sont exactes. Comment vous faites ça? Caroline, donc vous appelez bien Caroline Dahan, vous êtes bien née le 14 décembre 1966 à Rabat au Maroc, c'est bien ça? Oui. Vous êtes bien née à... On dirait l'interrogatoire de 2h35, oui, 2h35 du matin. Oui, je le vérifie, c'est peut-être une habitude de militaire, mais je vérifie, oui, à tout hasard, des fois qu'il y aurait... Parfois, il y a des surprises. Oui, il peut y avoir des surprises. Ça arrive rarement. Ça... Il y a des gens qui ne connaissent pas leur... Vous savez... Leur naissance, oui, surtout. Non, mais ça, c'est encore... Ce n'est rien. Mais ma maman avait une amie, quand elle était enfant, un jour, elle lui a demandé « Quand es-tu née ?» Elle lui a répondu en arabe « Psefa ». Elle dit « Mais comment ça, Psefa ?» Ça veut dire « on était ». Oui. En été. Il dit « Mais comment ça, on était ?» Mais ta date de naissance. Mais quand j'ai demandé à ma mère, je suis née en été. C'est tout. Quelle année? Oh, l'année du tremblement de terre de... Non, mais c'est vrai que souvent, moi j'avais remarqué que dans ces pays-là, ils savaient très mal leur date de naissance. Elle avait répondu, On pense que c'est eux qui nous ont transmis l'astrologie au départ. Hein. Bah, oui, mais elle avait dit j'ai 20, 21, 22 ou 23 ans. Oui. Oui. C'est pas pratique pour l'astrologie, mais on peut faire l'astrologie horaire. À continuer votre propos explicatif, là, qu'on sache à quoi on s'attend quand on vient chez vous. Parce que ça... Il va me faire passer pour un ogre. Mais oui, puis je commence. Hein. Moi, en général, j'ai travaillé des heures, parfois même des jours, sur un thème, donc sur une question. Donc, j'ai un brouillon. Quand c'est une consultation, j'ai un brouillon. Puis j'essaie de m'y retrouver dans mon brouillon, c'est l'habitude. Et puis je parle. Oui. Naturellement, dans mon brouillon, j'ai mis un petit peu d'ordre. Bon, alors, il y a des gens qui me demandent plutôt un panorama de tous les domaines de la vie, entre guillemets. En tout cas, la totale. J'en ai classé 10 principaux domaines. Par exemple, voilà, la santé, le travail, la profession, la réussite sociale,
la fortune ou les finances, les voyages, les procès, les relations avec la loi, relations avec la famille, les relations sociales, amis, ennemis, collègues, subordonnés, etc. Relations sentimentales, vie conjugale, les enfants, voilà, en gros les principaux domaines classiques. Il y en a qui viennent en me posant une question, ils m'ont posé à l'avance une question par téléphone. Ouais. Voilà, j'ai tel problème, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez qui va m'arriver d'ici un an dans tel domaine? Bon. D'autres qui me demandent une prévision ou une prédiction sur un an. Les prédictions, c'est ce qui me demande le plus de travail. Et c'est difficile, je crois que c'est vraiment un domaine difficile, la prédiction. Difficile, mais est-ce que c'est faisable? Parce que difficile, si on fait le travail, on y arrive. Ou est-ce que c'est, disons, risqué? C'est risqué, hein, c'est-à-dire que... La question aussi, c'est de savoir si vous faites des prévisions. Vous pouvez par exemple vous exprimer de manière relativement vague ou abstraite, oui, ou trop concrète. Enfin, il faut savoir aussi le niveau de précision que vous exprimez. J'ai tendance à être assez abstrait dans les prédictions parce que les rares, comment dirais-je, aphorismes dont je dispose dans mes manuels ou autres sont assez généraux, assez abstraits, assez prudents. Donc c'est une bonne manière de ne pas se tromper, mais en même temps c'est pas très utile pour le natif. Donc soit je suis précis et je risque de me tromper complètement, peu importe, après tout, j'assume, mais soit je suis trop abstrait, trop général, je ne me trompe pas, mais je ne rends pas service finalement, je ne l'éclaire pas. J'aime pas beaucoup les prédictions parce que, bon, vous savez bien pourquoi, Jacques, parce que je crois que c'est pas forcément rendre service à quelqu'un que de lui prédire son avenir, même et surtout si cet avenir était bien prédit et qu'il était exact. Il y a beaucoup de gens, en particulier des femmes, qui ne veulent pas qu'on leur prédise leur avenir parce qu'elles en ont peur. Et ça se comprend très bien. Et après tout, nous sommes plus que ce qui nous arrive. Ce que je dis souvent aux gens qui ont une trop basse opinion d'eux-mêmes, je leur dis, mais vous êtes plus que ce qui vous arrive. Oui, c'est joli comme expression. Il y a une semaine, j'ai eu j'allais dire une patiente, c'est une femme qui semblait vraiment dans la peine, parce qu'elle avait son amant marié qui ne donnait plus signe de vie depuis plusieurs semaines. Et elle était au sans-coup et je la sentais vraiment au bord de la dépression. Et j'étais un peu embêté avec ça. Bon, elle voulait que je lui fasse plus ou moins une prédiction à propos de ce gars-là. Ce mari qui, parce que sa femme avait découvert le poteau rose, donc s'était éloigné de sa maîtresse. Celle qui m'appelait au téléphone. Oui, j'ai compris. Sa maîtresse. Et donc, que répondre dans ce cas-là? Je voyais qu'elle était au bord de la déprime, enfin, déjà dans la déprime, elle était ébranlée, son narcissisme ou son ego était ébranlé par ça, alors que c'était une femme de 40 ans. Une blessure narcissique. Oui, une blessure d'amour-propre, au moins, sinon d'amour. Et je lui dis, mais vous savez, vous valez beaucoup plus que ce qui vous arrive là. Surtout, ne vous identifiez pas à ce qui vous arrive. Et s'il vous laisse, provisoirement, c'est qu'il n'a pas le choix. Hein, bon, il a peur, sans doute, que sa femme divorce, etc. Mais ne croyez pas que vous êtes coupable de ce qu'il vous fait. Et que lui, ne croyez pas forcément non plus que lui est coupable de ce qu'il vous fait, il n'a pas le choix. Oui, c'est ça, c'est votre philosophie, effectivement. Ouais. On en avait parlé l'autre jour au Rêve d'Éden, c'est-à-dire effectivement, nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive, en fin de compte, quelque part. Oui, je crois à 10%, oui. Quelque chose comme ça. Vous savez, là, la partie... Et vous pensez que c'est un peu comme si l'astrologie était un monde où la faute n'existait pas. Donc les gens qui sont marqués par la culpabilité, ils vont dans un monde qui est l'astrologie où il n'y a pas ce problème. Oui, c'est un petit peu ça. Moi je raconte toujours, tout cet après-midi à Sarlat, j'en discutais de ça, je disais, finalement l'astrologie c'est un endroit où les gens vont parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas trouver certains problèmes. Comme le problème de la dualité.
Ils ne vont pas rencontrer la dualité. C'est vrai. Ils ne vont pas rencontrer Il y a des tas de problèmes sur lesquels ils ont pu buter dans leur vie. Oui. Et tiens, tout à l'heure, j'avais une autre dame, alors je lui ai dit si vous attachez tellement d'importance au fait que le thème astral vous concerne, c'est que vous avez dû souffrir d'un manque affectif parce qu'on ne s'est pas assez occupé de vous. Oui. Alors que, par exemple, quand des parents ne s'occupent pas assez d'un enfant, la personne a l'impression que le système l'oublie. Oui, donc le thème astral permet de dire ah non, non, le système s'intéresse à vous, il y a une place pour vous, vous avez votre place dans le système, vous n'êtes pas oublié par le système. Vous voyez que vous avez quand même un nombril, regardez. Ouais, voilà. Vous avez un nombril. Ben oui, ça les rassure, rien de voir vous avez le droit d'avoir un nombril. Mais je crois que l'astrologie est une sorte d'échappatoire qui permet à beaucoup de gens qui ont des difficultés d'entrer dans un monde où ces problèmes ne sont pas, semblent ne pas exister. Donc il n'y a pas la faute, il n'y a pas le sexe, enfin il n'y a pas la dualité, il n'y a pas le risque de perdre quelque chose, enfin ça encore le problème, le risque que les choses puissent, quoi qu'il y a la notion de cyclicité, mais elle est quasiment complètement renversée, elle est cachée, elle est là sans être là, enfin c'est un monde où il y a beaucoup de choses qui sont un peu truquées pour moi, et où donc pénalisant, les gens qui ont des problèmes ont le sentiment que rien de mal va leur arriver parce que leurs démons ont été exorcisés par l'astrologie. Ou que leurs démons font partie du plan et que... non mais que les peurs qu'ils ont, ils vont entrer dans un monde où... moi je dis toujours le 12 fait oublier le 2 par exemple. Oui. C'est-à-dire que quand quelqu'un a eu des problèmes dans sa vie avec le 2, oui. Eh bien, le 12, c'est une alternative extrêmement jubilatoire, parce que, bon, alors on est dans le 12, on n'est plus en train d'être moi et toi, on est... et puis le 12, c'est très compliqué, le 12, on ne comprend pas très bien, le 12, c'est complexe. Cette complexité est là pour, en quelque sorte, faire oublier la dualité. Oui, c'est vrai. Elle fait oublier la dualité, elle fait oublier la culpabilité. Il y a une vision globale quand même en astrologie, une compréhension un petit peu plus globale de l'être, des choses, du destin, de l'univers, en tout cas de l'univers humain, naturel. Et donc c'est une façon de remettre quelqu'un, enfin, de l'aider à se remettre, de replonger un peu dans l'inconscient collectif, où quelqu'un qui souffre comme ça, quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui à l'instant T n'est pas sûr de lui, a un gros problème, quelqu'un qui souffre comme disait Sylvia. Là effectivement il y a besoin d'être replongé dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas le premier à qui ça arrive, vous êtes le 50 milliardième depuis 3 millions d'années, ou depuis 6 millions d'années qu'on marche debout. Et il y en aura tellement d'autres après vous aussi. Et donc vous y arriverez, vous traverserez l'épreuve. Il y a aussi d'autres hypothèses que j'ai... Vous la traverserez plus grande, vous en sortirez grandi. Une autre hypothèse que j'ai développée toujours pour... Moi je suis passionné par les astrologues et l'astrologie, mais d'une façon qui ne leur plaît pas forcément d'ailleurs. Et je suis pas très astrologophile moi non plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne me souviens plus ce que je voulais dire. Oui, c'est un monde où, par exemple, quand on discute avec Jetta René, on a eu beaucoup de difficultés à un moment donné à dire que, par exemple, les problèmes que nous rencontrons, on ne peut pas forcément les résoudre tout seul. Qu'il faut s'unir à d'autres personnes pour à faire avancer les choses. Oui, or, l'astrologue, souvent, donc finalement, si quelqu'un a des problèmes, l'astrologue, quelque part, il tend à lui dire « Ah oui, mais ça dépend de vous, enfin c'est vous qui allez le résoudre. » Parce qu'il a du mal, quand l'astrologue a du mal, il a du mal à... Moi, alors quand j'ai dit « Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus que si on s'organise. » Alors j'ai dit « Il y a les partis politiques. » Alors il y a une dame qui a dit « Ah mais la politique, c'est des escrocs, etc. » Donc effectivement... il y a aussi des gens qui ont fait l'impasse là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entendre parler de quelque chose qui impliquerait d'autres personnes qu'elles-mêmes. Il faut qu'elles soient...
quelque part, c'est comme si tout dépendait d'elle, enfin, des astres. Enfin, je veux dire que c'est une sorte de jeu entre elle et les astres, et qui exclut les autres. Oui, c'est bizarre. C'est une relation verticale qui exclut les relations horizontales. En fait. Oui, tout à fait. Et ça aussi, c'est très satisfaisant. Donc, moi, je dis, de même qu'il y a un sujet tout à l'heure qu'on a débattu qui a énormément énervé, c'est pourquoi les femmes s'intéressent à l'astrologie. Il y a deux théories. Il y a la théorie selon laquelle, parce qu'elles ont une sensibilité particulière, et il y a la théorie inverse. C'est qu'il leur manque quelque chose, donc elles attendent de l'astrologie que ça leur apporte ce qu'elles n'ont pas. Alors ça, c'est aussi... Oui, mais l'histoire, c'est que moi, je vous ai dit, quand j'ai rencontré Jean-François, je n'y croyais pas du tout. Et pourtant, je lui ai quand même demandé quel était mon ascendant. Et puis après, je lui ai demandé de me parler de mon thème. Eh bien, il m'a dit tellement de vérité que je me suis dit, il faut peut-être réviser... Oui, il faut peut-être réviser ton jugement. Oui. Je te l'ai déjà dit. Et j'ai dit, il faut peut-être réviser ton jugement. Ouais, oui. Je me suis dit, j'étais peut-être dans l'erreur jusqu'à aujourd'hui. Oui, je me suis dit, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. L'astrologie, c'est pas entièrement vrai non plus. Oui, n'empêche que... Une science humaine, elle a des progrès infinis à faire. N'empêche que tu m'as dit des choses que tu n'étais pas censé savoir, parce que je venais à peine de te rencontrer. Donc, et c'est vrai que... Ce que vous disiez, pardon, m'interpelle, parce que je lisais à propos des deux rabbins. Non, attendez, c'était les rabbins d'Alexandrie qui disaient que quand on jugeait une personne, on faisait un procès si vous voulez, un juif en l'occurrence, à Alexandrie, on avait décidé de prendre toujours deux juges, ce qui était en général des rabbins. Jamais un seul juge, mais toujours deux juges. C'est-à-dire qu'on considérait... Alors si l'accusé, si les deux juges rendaient le même jugement, chacun rendait son jugement dans son coin, ensuite on confrontait les deux jugements des deux juges. Si les deux jugements étaient équivalents, alors ces jugements étaient nuls. Oui, je connais cette histoire. Vous connaissez cette histoire? Oui. Si au contraire ils avaient deux jugements différents, alors on considérait que la vérité était quelque part au milieu. Le verdict, la vérité dite, était quelque part entre les deux. J'ai trouvé ça très intéressant. Oui, c'est bien, c'est un sens aigu d'équité, oui, effectivement. Ouais, c'est formidable ça. Ça, c'est vraiment les prémices de... Parce que les gens qui croient que parce qu'ils sont d'accord entre eux, ils sont arrivés à la vérité, c'est pas toujours évident. En fait, c'est ça vraiment très original, cette pensée-là. C'est vrai que nous, alors nous autres Indo-Européens, on est parfois ternaires, ou même unaires des fois. Quand on est très primitif, on est unaires. Oui, une autre idée que j'avais développée, c'est l'idée que lorsqu'on est dans une situation d'être d'étranger à un monde, donc ce monde, on n'arrive pas, on ne peut pas rentrer dedans, donc on est obligé de deviner ce monde. C'est-à-dire que quand on ne peut pas, quand on est par exemple trop timide pour interroger quelqu'un, pour lui parler, ou quand on est extérieur à quelque chose, et qu'on veut quand même entrer. Oui. La divination, c'est une façon c'est une sorte d'effraction, quelque part. Oui. C'est comme si on entrait par effraction quelque part, parce qu'on n'a pas la clé, et on veut quand même entrer. Et donc, par conséquent, on va... Voilà. Donc, il y a cette espèce de viol, enfin, d'effraction, d'entrée par effraction, qui explique, une certaine mesure, l'attirance vers l'astrologie. Cet objet m'est étranger, cette personne m'est étrangère, souvent étrangère, et bien malgré tout, malgré que ça m'est étranger, malgré que je n'ai pas accès à cela, eh bien je vais quand même arriver à savoir ce qu'il en est. Je vais passer par la fenêtre, je vais être Prométhée, le voleur du feu, du feu divin, de la connaissance. C'est une chose que j'ai toujours trouvée, comment dirais-je, un peu violente, parce que je me dis, c'est quand même des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, et en fait on s'introduit dans leur vie. Oui, je suis très indiscret, oui. Il faut qu'ils le veuillent, oui. Oui, mais on s'est introduit dans leur vie, mais
Mais en plus, la plupart du temps, ce qu'on te demande, c'est des prédictions. Donc il faut connaître le passé pour pouvoir savoir l'avenir. Ce sont les Rosicruciens qui m'ont Et C'est là- une espèce d'association de malfaiteurs. On pourrait dire que une sorte d'association de malfaiteurs qui sont tous des cambrioleurs et qui se racontent entre eux leurs méfaits en disant celui-là, je suis arrivé à entrer comme ça, je vais faire tel coffre-fort de cette personne. Oh là là, j'ai trouvé la clé. Alors que oui. Moi, je sais que je ne pourrais pas faire ce genre de choses. Ça me heurterait, je crois. Non, mais c'est pas présenté comme ça généralement, je vous rassure. Oui, non, mais moi, ça me heurterait de devoir entrer dans la vie des gens, même s'ils me l'ont demandé, ça. Il faut être un Oui. peu spiritualiste ou en tout cas désintéressé, oui. Non, mais non, mais de toute façon, il y a 3 solutions par rapport à ça. Il y a un, vous savez poser des questions aux gens, donc vous n'avez pas besoin de deviner. 2, vous avez suffisamment d'intuition pour savoir à qui vous avez affaire. Ou 3, ben, vous vous en sortez pas, et donc vous avez besoin d'un outil qui vous permet de rentrer quand même dans la personne. Je crois que je tiens un peu des 3 à la fois. Je ne suis pas très doué, j'ai quand même un peu d'intuition, et puis j'étudie astrologie, donc je m'en sers. Voilà. J'ai un peu des 3. Mais il faut quand même s'interroger, faire un peu son examen de conscience quand on est astrologue sur les vraies motivations qui font qu'on fait de l'astrologie. C'est vrai, Et c'est aussi le fait qu'on crée une espèce de monde, de monde qui va attirer des gens Oui. qui ont tous plus ou moins quand même des phobies. Oui. Parce que l'astrologie, et pourquoi? Parce que l'astrologie justement c'est un lieu où certaines phobies ne sont pas activées. C'est-à-dire, c'est un lieu où la phobie de la faute n'est pas là, la phobie de la dualité n'est pas là, donc c'est un lieu qui est rassurant Oui. par les problèmes qu'il n'aborde pas ou qu'il refuse d'aborder. C'est comme par exemple quelqu'un qui a peur des chiens, ben, s'il va dans un endroit où les chiens sont interdits, ça le rassure. Oui. Oui, Bon, ben, en astrologie, il y a aussi des choses qui sont interdites, donc c'est rassurant. C'est vrai. Les endroits où certaines choses sont interdites sont rassurants. Quand on est angoissé par la chose qui est interdite, justement. Vous allez chez le médecin, vous savez qu'il ne va pas vous assassiner, en principe. Parce qu'il est médecin. Oui, Et qu'il non. a prêté le serment d'Hippocrate. Mais si Alors, on juste- parlait des phobies, moi je sais que je voudrais trouver un endroit au monde, un pays au monde où il n'y a pas de serpents. Ben là, ça n'existe pas. Alors, parfois, Oui, mais il y a aussi des serpents au niveau psychique, au niveau figuré. Et justement, l'astrologie, Non. elle est un lieu où certains serpents psychiques sont absents. Ont non, été... mais désactivés. j'en ai eu peur parce que quand j'avais 6 ans, Ouais. j'ai rêvé qu'il y avait un serpent qui me montait le long du dos et qui Oui. me mordait à la tête. Oh, vous avez Ça, c'est la coupé le Kundalini. symbole. C'est la Kundalini. Et C'est ça un très beau m'a... rêve d'ailleurs. Bah, c'est peut-être un très beau rêve, seulement pour moi, c'est un mauvais souvenir. J'avais Ouais, 6 Oui, mais il ans. faut le réinterpréter. À ce moment-là, ça peut-être vous calmer.